Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine DAB de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux relativement complexe à résoudre. En effet, celle-ci est un peu axée CTF et se base sur l'exploitation d'un accès Memcached ainsi que d'une bibliothèque malicieuse. Comme d'habitude, nous allons commencer par un scan Nmap afin d'identifier les services en écoute. Dans le cas présent, on retrouve les ports 21, 22, 80 et 80-81. Le port 21 étant souvent configuré avec un accès anonyme, nous allons vérifier cela via la fonctionnalité de Script Scan de Nmap. Ici, en effet, le service autorise bien les connexions anonymes, cependant, inutile de perdre votre temps, le fichier dab.jpeg ne contient rien d'intéressant. Afin de continuer notre analyse, nous allons donc ouvrir notre navigateur pour explorer le service HTTP. Il est à noter que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes effectuées sur les services web. Si l'on commence par le port 80, nous pouvons voir une page d'authentification. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas d'identifiant valide. Pour ce qui est du port 80-80, la page semble indiquer qu'il nous manque un cookie permettant l'accès à celle-ci. Bref, nous ne sommes pas vraiment plus avancés. Nous allons donc ouvrir notre interface burp et envoyer notre précédente tentative d'authentification sur le port 80 dans la fonctionnalité repeater de burp. Ici, nous allons tenter d'effectuer un brute force de mot de passe sur l'utilisateur admin. Cependant, la version communautaire de burp limite la vitesse de ce type d'attaque. Nous allons donc faire usage d'un autre outil nommé wfuzz. Il nous faut cependant quelques informations. Celle-ci inclut la taille de la réponse à un mot de passe erroné et la requête d'authentification. Dans le cas présent, la réponse à notre requête fait 18 lignes sans inclure les entêtes HTTP. Il ne nous reste plus qu'à copier la valeur de la requête POST et retourner sur notre terminal. Ici, le paramètre -hl égale 18 va permettre d'éliminer les tentatives de mot de passe incorrectes et le paramètre -d va contenir notre requête d'authentification. Cependant, il est important de modifier la valeur du paramètre password avec fuzz afin d'indiquer à l'outil quelle variable est à modifier. Après quelques minutes, nous devrions voir apparaître le mot de passe correspondant au compte admin. Nous allons donc retourner sur notre navigateur afin de nous connecter sur la page d'authentification présente sur le port 80. Une fois connectés, nous pouvons voir une sorte d'inventaire avec les quantités correspondant à chaque item. Malheureusement, mis à part un logout, aucune fonctionnalité ne semble apparente. Cependant, si l'on inspecte le code HTML de la page, nous pouvons voir un commentaire indiquant la provenance des données au chargement de celle-ci. Ici, il s'agit de MySQL. Si l'on tente d'actualiser cette dernière, la valeur change et indique que les données proviennent dorénavant du cache. C'est intéressant, mais nous ne sommes pas plus avancés. Nous allons donc nous attaquer au port 80-80. En effet, nous avons vu précédemment que la page semble nécessiter un cookie afin de pouvoir être affichée. Nous allons donc ouvrir les Developer Tools de Firefox et ajouter un cookie nommé Password avec une valeur aléatoire. Suite à l'actualisation de la page, nous pouvons voir que le message d'erreur change. Cette fois-ci, ce dernier indique que la valeur du cookie est incorrecte. Nous allons donc retourner sur notre terminal et faire usage de wfuzz afin de tenter de découvrir la bonne valeur. Ici, je vais vous faire gagner du temps, la taille des réponses à exclure est de 29 mots. Il ne reste plus qu'à spécifier la valeur à brute forcer via le paramètre -h. Après quelques minutes d'exécution, nous obtenons la valeur du cookie password. Ici, il s'agit de secret. Il ne reste plus qu'à retourner sur notre navigateur afin d'éditer notre cookie et de spécifier la valeur secret. En actualisant la page, nous devrions voir apparaître une interface permettant de tester des ports TCP. Si l'on teste le port 80, nous pouvons voir une erreur HTTP. Par la suite, si l'on teste le port 21, nous obtenons une erreur FTP. Ici, il est très probable que nous soyons en train de faire des requêtes sur la machine elle-même. Nous allons donc tenter de voir s'il est possible d'obtenir une liste des ports en écoute localement sur la cible. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre terminal et faire encore une fois usage de wfuzz. Cette fois-ci, nous allons spécifier le paramètre Z afin d'énumérer les ports de 1 à 65 535. Après la redécouverte des ports identifiés via Nmap, nous pouvons voir apparaître un nouveau service hébergé sur le port 11211. Si l'on retourne sur notre navigateur et que l'on effectue une requête sur ce dernier, nous avons simplement la valeur error. En effectuant une rapide recherche sur Internet, il est possible de constater que ce port correspond certainement au service Memcached. De plus, il est très probable que ce service soit utilisé par l'application hébergée sur le port 80. Nous allons donc exécuter une nouvelle recherche afin de voir quel type de commande il est possible d'exécuter sur ce service.
Ici, il semble que la commande stats soit en mesure de nous donner des informations sur ce dernier ainsi que les données mises en cache par celui-ci. Cela peut être intéressant car ces données pourraient contenir des noms d'utilisateurs ou des mots de passe. Nous allons donc retourner sur le port 8080 et tenter d'exécuter la commande stats. Ici, nous avons bel et bien un résultat, il est donc possible d'exécuter des commandes sur le service. Maintenant, nous allons tenter de récupérer des informations sur les slabs de Memcached. A noter que les slabs sont grossièrement des morceaux de mémoire contenant des données mises en cache sous forme de paires clés-valeurs. Ici, le résultat de la commande indique deux slabs, la 16 et la 26. En utilisant la commande cache dump sur la slab 16, nous pouvons voir que celle-ci contient les items en stock. Pour ce qui est de la numéro 26, c'est plus intéressant, il s'agit des utilisateurs. Afin de récupérer le contenu de cette dernière, il suffit d'exécuter la commande getUsers. Cependant, celle-ci ne retourne aucun résultat. Pas de panique, c'est normal. S'agissant d'un cache, il est possible que celui-ci ait été purgé pour laisser la place à des informations à jour. Pour remettre ces données en cache, nous allons simplement retourner sur l'application de gestion de stock, nous déconnecter et nous reconnecter. Maintenant, si l'on réexécute la commande getUsers, nous devrions obtenir un résultat. Ce dernier étant relativement long, nous allons afficher le code de la page et faire un line wrap. Ici, les données semblent correspondre à des couples utilisateurs et condensats de mots de passe. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un format JSON, certains caractères sont encodés. Nous allons donc copier ces données et les importer sur notre machine afin de les traiter. Une fois les données sauvegardées, nous allons faire usage de Recode afin de convertir les caractères encodés en ASCII. Une fois cette opération effectuée, nous devrions avoir affaire à un fichier JSON propre. Cela va nous permettre de faire usage de GQ afin d'extraire uniquement les hash des utilisateurs pour les stocker dans un fichier différent. Suite à cela, nous allons faire usage de John afin de tenter de récupérer les mots de passe en clair. Il est à noter que nous avons affaire à des HMD5. Une fois certains mots de passe récupérés, nous pourrions facilement faire une corrélation entre les mots de passe et les utilisateurs. Cependant, la flemme m'envahit. Nous allons donc faire un simple password spraying sur ces derniers. Pour ce faire, nous allons utiliser GQ afin de stocker les utilisateurs dans un fichier et faire usage de Hydra afin d'effectuer un brute force SSH. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir le mot de passe de Geneviève. Ce dernier peut être utilisé sur le service SSH afin d'obtenir le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, c'est un peu plus simple. Dans un premier temps, nous allons exécuter la commande find afin de découvrir les binaires SUID. Ici, nous avons plusieurs résultats, mais deux d'entre eux sortent du lot, myexec et ldconfig. Pour rappel, la commande ldconfig met à jour le cache des librairies partagées utilisées par le système pour accélérer leur chargement. Si l'on inspecte myexec, nous pouvons constater que celui-ci est bien SUID. Cependant, si l'on tente de l'exécuter, celui-ci nous demande un mot de passe. Heureusement, si le binaire n'est pas trop complexe, nous pouvons toujours tenter d'exécuter ltrace afin de voir la valeur avec laquelle la comparaison est effectuée. Ici, il s'agit de Secure Login. Nous allons donc copier cette dernière et l'utiliser afin de passer l'authentification. Malheureusement, il semble que la fonction seclogin appelée par la suite est inexistante. Afin d'aller plus loin, nous allons donc faire usage de la commande ldd afin d'afficher les librairies utilisées par myexec. Dans le cas présent, nous pouvons voir la librairie libseclogin. C'est très probablement celle-ci qui n'implémente pas encore la fonction seclogin. Cependant, nous pouvons déjà voir un début de solution. En effet, nous pouvons tout simplement créer une librairie malicieuse qui implémente la fonction seclogin afin d'exécuter un shell privilégié. Étant donné que ldconfig est SUID, nous pouvons également reconfigurer le répertoire dans lequel le binaire doit venir chercher cette librairie. Pour ce faire, nous allons commencer par créer un fichier de configuration contenant le chemin dans lequel nous allons compiler notre librairie malicieuse. Ici, il s'agira du répertoire de notre utilisateur. Par la suite, nous allons créer un fichier nommé libseclogin.c afin d'implémenter la fonction seclogin. Dans le cas présent, notre code va simplement faire en sorte de changer les UID réels et effectifs du processus arroot via la fonction setRayUID, puis exécuter bash via execve. Une fois notre librairie terminée, nous allons la sauvegarder et la compiler en tant que librairie partagée. Ici, nous pouvons voir quelques warnings, mais cela ne posera pas de problème. Pour la dernière étape, nous allons passer notre fichier de configuration à ldconfig via l'option "-f" afin de modifier le chemin des librairies utilisateurs. Nous pouvons par ailleurs confirmer le changement en exécutant ldd sur myexec. Ici, nous avons bien le répertoire de notre utilisateur.
Il ne nous reste plus qu'à exécuter le binaire myexec, rentrer le mot de passe et nous devrions obtenir un shell en tant que route, ce qui nous permettra de récupérer le second flag. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.